Donc aujourd'hui, on va vous faire, dans le cadre des ateliers VRT, on va vous présenter un peu, je vais vous présenter les outils financiers de la Banque des Territoires au service du verdissement des mobilités, notamment dans les zones à faible émission mobilité. Pour cadrer les choses, on investit évidemment dans les territoires depuis très longtemps, Banque des Territoires, donc Caisse des dépôts, mais dans le cadre du plan de relance, puis plan climat, les deux se rejoignant, on a décidé d'accélérer très fortement nos investissements pour la transition énergétique et écologique, comme vous le voyez, avec notamment un très gros effort sur la mobilité verte, qui touche à la fois les bornes de recharge électrique hydrogène, les flottes de matériel roulant propre, et tous les sujets de mobilité propre qu'on peut retrouver. Et donc voilà, je vais aller assez vite là-dessus, mais on voit que c'est vraiment un effort nouveau pour nous, le sujet notamment des bornes de recharge est très récent, le sujet des matériels roulants électriques un tout petit peu moins pour les flottes, mais vous devez tous être en plein dans ces sujets notamment dans le cadre des flottes publiques, mais pas seulement. Donc on a à la fois ces ambitions climatiques et puis un très gros sujet pour les territoires qui va être l'arrivée des zones à faible émission mobilité et comment les collectivités peuvent s'y adapter, à la fois leurs propres besoins et puis le besoin des administrés, en particulier des professionnels, mais pas seulement, qui ont aussi besoin d'avoir des véhicules propres pour pouvoir les respecter. Donc dans ce contexte-là, on a essayé de faire une grande panoplie globale pour accompagner les territoires dans leur mouvement, et c'est un peu ce que je vais détailler. Alors ça va commencer par des crédits d'ingénierie amont. Alors c'est le seul volet de subvention, puisque la Banque des Territoires est avant tout un investisseur avisé, mais en termes de subvention, on peut cofinancer en ingénierie amont les schémas directeurs IRVE, donc qui sont souvent portés par les syndicats d'énergie ou par les agglomérations. Aujourd'hui, il y a une forte obligation de le faire si on veut obtenir des subventions à devenir pour le déploiement de ces bornes ensuite. Et donc, on a du cofinancement qui peut monter jusqu'à 80% des coûts d'études pour établir le schéma directeur. Le deuxième sujet sur lequel je vais revenir, c'est les sujets c'est le MobiPré et en dessous, il y a un Oblibus, donc des sujets de financement des collectivités pour déployer une offre de transport collectif ou de bornes de recharge qu'elles financent directement. Ensuite, on est aussi instructeur de demandes de subventions européennes dans le cadre dont certains projets ont droit à des subventions européennes, mais pour ce faire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un implementing partner, dont la Banque des Territoires est l'un des rares en France, qui puisse étudier le dossier et y contribuer, le financer. Dans ce cas-là, ça vaut une validation technique du dossier. Ça ne veut pas dire que la subvention sera obtenue, parce qu'il y a beaucoup de concurrence avec d'autres pays. Mais ça, c'est un autre rôle. Ensuite, on a tout ce qu'on fait traditionnellement d'investissement dans les projets de déploiement, notamment de bornes de recharge. Et puis, on a fait des grosses plateformes, en particulier pour aller sur les bornes de recharge dans les parkings collectifs, que ce soit en propriété et prochainement sur le logement social, et aussi des locations longue durée de véhicules. Alors, ça peut être sur le véhicule lourd, sur la batterie, sur le rétrofit avec Neote Green Mobility, ou ce qu'on est en train de finaliser, une expérimentation, mais qui devrait se transformer en société de location longue durée, des véhicules pro utilitaires plutôt pour les pros, pour les collectivités, mais aussi pour les usages professionnels, artisans, PME, TPE, des gens qui n'ont pas forcément facilement accès à ces véhicules électriques, qui ne savent pas bien comment se prendre, donc il faut du conseil aussi, et leur apporter des offres abordables pour qu'ils puissent passer à l'électrique. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous détailler dans une petite demi-heure qui suit. Donc la première chose, évidemment, c'est le financement des collectivités. Donc on a sur fonds d'épargne ou sur ressources BEI des prêts long terme aux collectivités qui vont s'adresser un peu à tous les sujets de déploiement d'une mobilité plus propre, que ce soit les transports collectifs, les investissements pour des pistes cyclables ou encore des véhicules lourds électriques. Donc on a une enveloppe de 2 milliards d'euros de prêts aux collectivités pour le faire,
Voilà, ça donne une liste un peu, donc ça peut être des infrastructures de transport ferroviaire, mais on va plutôt se concentrer sur les transports en commun en site propre, hein, que ce soit des BHNS, du tramway, du matériel roulant de transport collectif, des infrastructures aéroportuaires uniquement en Outre-mer. Le transport maritime ou fluvial est éligible, et puis les différents transports innovants. Donc vous voyez, assez vaste, et on va même jusqu'au un gros effort sur aujourd'hui l'aménagement de la voirie et les ouvrages d'art. Donc on a un outil qu'on a développé pour que les collectivités puissent évaluer l'état a priori de leur ouvrage d'art en fonction de pas mal de caractéristiques pour savoir s'il y a des urgences, et derrière on peut déployer évidemment l'ingénierie financière nécessaire pour pouvoir entamer de la maintenance lourde de ponts. On sait qu'il y a beaucoup de ponts qui sont très anciens et qu'il faut pouvoir, dont il faut pouvoir évaluer les risques parce qu'on peut commencer à avoir des vraies défaillances sur des ponts. Les principales caractéristiques, hein, c'est donc on a soit un taux très long à plus de 25 ans sur les taux. Ah, pardon, on m'entend mal, moi je m'entends bien, je suis désolé. Donc je vais essayer de parler plus près du micro, là ça doit aller mieux. Donc on va avoir un financement qui peut être à plus de 25 à 50 ans, voire plus, indexé sur le taux du livret A. Un taux fixe qui est plus sur des projets 15 à 25 ans. Des quotités qui sont 50% sur les gros projets, on peut aller jusqu'à 100% du besoin d'emprunt sur des petits projets. Donc on a vu les durées 15-25 ans ou 25-50 ans. Et voilà, des conditions tarifaires. Sur le très long terme, c'est le taux du livret A qui est en référence. Et sur les conditions BU, c'est le taux du marché du moment qui est révisé tous les mois et qui après est en taux fixe. Il y a un deuxième outil qu'on a construit très spécifiquement pour financer les bus électriques, en vraiment s'adapter à toutes les caractéristiques des bus électriques. Donc on a appelé Oblibus. Donc le but, c'est d'apporter la liquidité nécessaire évidemment à la collectivité pour acquérir ces bus. Alors ça peut être la collectivité ou ses délégataires suivant les modes choisis de financement des bus. Ça couvre à la fois le bus et tous les travaux et infrastructures de recharge nécessaires. Le but, c'est que le bus électrique, pour nous, enfin pour vous surtout d'ailleurs, c'est une grosse dépense d'investissement au départ et des coûts d'exploitation qui doivent être plus faibles, notamment en termes d'approvisionnement en énergie. Et donc, on a un outil qui va permettre de sécuriser ce budget de fonctionnement, c'est-à-dire que le taux d'intérêt va être inversement proportionnel, va varier inversement au sein d'un tunnel, hein, pour qu'on soit vraiment, il n'y a pas de risque de taux d'intérêt qui monte trop fortement, mais qui va venir un peu compenser les variations du prix de l'électricité. C'est-à-dire, si le prix de l'électricité augmente, le taux d'intérêt va baisser, de façon à ce que dans votre budget d'OPEX plus coût de financement, ça se neutralise à peu près. Alors, c'est pas un match exact, mais c'est vraiment une compensation. La compensation est calculée pour pouvoir vraiment vous réduire fortement le risque d'exposition à l'inflation des coûts d'électricité. Et on a vu récemment que c'est pas quelque chose tout à fait. Enfin, c'est des choses qui existent, les variations fortes du prix de l'électricité. Et donc c'est un emprunt performantiel, hein, obligataire. Voilà, donc apport de liquidité. On a une maturité qu'on va aligner sur la durée de vie économique des bus électriques, et on pense que les bus électriques, ça peut monter jusqu'à 20 ans, mais ça va dépendre de vos choix d'amortissement, de vos choix de maturité, du choix qui est fait pour le remplacement de la batterie. On a une durée de préfinancement qui peut être assez longue, hein, on tient le taux et on peut avoir la durée de préfinancement sur 24 mois. On peut sculpter le profil de remboursement si jamais il y a une contrainte spécifique de l'AOM. Par exemple, une évolution de périmètre de l'AOM anticipée au bout de 5 ans, ça peut aussi justifier des amortissements différenciés. Coût du financement, ça sera donc ce taux fixe plus le taux indexé. Donc le taux fixe qui est un taux vraiment de marché pour la collectivité, et un taux indexé qui va varier qui va varier
au centre, ça sera 0, et puis qui sera un peu moins ou un peu au-dessus en fonction de la réalité, permettant de garder un tunnel qui fait que le taux total va être compris entre 0 et 2 fois le taux fixe. Ça ne peut pas dépasser. C'est quelque chose qui est strict, c'est-à-dire au pire, vous paierez 2 fois le taux fixe qui a été calculé. Donc ça permet d'éviter des dérives qu'on a connues sur certains produits dérivés. Ce n'est pas du tout un produit dérivé. Voilà. Donc on transfère le risque du prix de l'électricité. On travaille avec vous pour bien le calculer, et ensuite l'intérêt variable dépend vraiment d'indice INSEE, c'est très facile à mettre en œuvre. Voilà. Donc voilà, ça le résume un peu comment ça marche. On voit bien que quand l'augmentation du coût de l'électricité par rapport au scénario de référence augmente, on baisse le taux d'intérêt. Donc je ne vais pas revenir sur ce point, c'est quelques éléments. Je pense que les slides devraient être diffusés, donc, ou vous pouvez me demander si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Alors le deuxième sujet, c'est du financement sous forme de location des flottes de véhicules. Alors pardon pour la mise en page. Donc on a créé 2 plateformes pour faire ça. Alors on peut toujours faire des sociétés de projets qui portent les véhicules, mais on a 2 plateformes, une qui est Neoté Green Mobility, donc qui est couplée avec une société de gestion qui a comme EDF comme partenaire principal, qui va gérer le produit et assurer la qualité technique de ce qu'on fait. Et c'est surtout nous sommes co-investisseurs aux côtés de 2 autres fonds et d'EDF dans Neoté Green Mobility, donc une plateforme d'investissement. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va finalement louer. Alors au départ, on avait des batteries pour les bus électriques sur du long terme, en prenant le risque technologique et de fin de vie des batteries. Ça peut être des bus ou des autocars complets, ça peut être des minibus, on a aussi des véhicules autonomes, ça peut être des bennes à ordures ménagères, donc plein de véhicules lourds ou de sujets. Ça peut être du rétrofit aussi. Aujourd'hui, on est capable de faire de la location longue durée de moteurs et batteries électriques sur un véhicule qui, par exemple, vous avez un autocar, car scolaire, vous voulez le transformer, il y a un opérateur qui vous permet de le transformer en électrique. On peut financer l'ensemble du pack énergie sous une forme de location longue durée. Et prendre le risque aussi de la qualité, puisque nous, comme ça nous appartient, on garantit avec le constructeur, mais c'est par nous passe la garantie de la qualité. Et ça nous permet aussi, on connaît tous les acteurs de l'écosystème de façon à vous apporter toutes les garanties que ça va bien se passer. Donc voilà, vous voyez les différents éléments. Pas d'investissement initial, limitation du risque technologique, on a d'engagement long terme, on a toutes les capacités de validation technique, des modèles contractuels qu'on va adapter à vos besoins, et on permet d'avoir un monitoring complet pour optimiser la performance des batteries. Et le champ d'investissement, comme j'en parlais, c'est du transport public, de la logistique, véhicules industriels, ça peut aller jusqu'au ferroviaire, au maritime. On travaille sur un projet pour passer à l'électrique les bateaux sur la Seine. Donc voilà, ça c'est, on voyait un peu les différents types de véhicules sur lesquels on peut travailler, soit en neuf, soit en rétrofit. Ça, je vais avancer un peu. Donc on a aujourd'hui une société qui a été créée, qui est en cours de fin d'expérimentation, qu'on espère pouvoir annoncer très prochainement, qui fait de la location longue durée électrique pour les pros et pour les collectivités. En fait, tous les acteurs, mais on a comme cible essentiellement pro-collectivités. Donc on voit bien qu'il répond à la fois à l'émergence très forte du véhicule électrique, aux obligations pour tous les acteurs d'avoir une partie de leur flotte électrique progressivement, et puis tous les sujets de zones à faible émission mobilité qui vont obliger tout le monde, s'ils veulent avoir accès à ces zones à faible émission mobilité, à avoir des véhicules électriques. En particulier les artisans, les pros, les TPE, donc c'est pas le métier de faire du transport, devront quand même, s'ils veulent avoir le plombier, s'ils veulent avoir accès à la zone à faible émission mobilité, il aura besoin d'un véhicule électrique. Donc c'est à cette demande qu'on veut pouvoir répondre. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et donc on a fait une alliance entre la Banque des Territoires et la Poste pour proposer une solution. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Et donc ce qu'on va viser, c'est à la fois les flottes d'entreprises, des collectivités. Alors c'est de la location longue durée, donc c'est pas forcément directement pour la collectivité.
par rapport aux maquettes budgétaires, mais ça peut être aussi pour des SEM, pour des SPL, qui n'ont pas la contrainte d'optimiser les budgets d'investissement et d'essayer de réduire les budgets d'opération comme peuvent l'avoir les collectivités. Et donc on est en phase d'expérimentation et vraiment on va accompagner sur toute la chaîne le passage à l'électrique, notamment des acteurs qui peuvent en avoir peur, qui ne le connaissent pas bien, donc il y a besoin de beaucoup plus de conseils que pour faire une location simple de véhicules diesel. Alors, le deuxième pilier, c'est les déploiements des bornes de recharge électrique. Comme je disais, on a un sujet de cofinancement, on cofinance les collectivités pour établir leur schéma directeur de bornes de recharge publiques. Ce qui est un peu une obligation aujourd'hui si on veut avoir des subventions à devenir. Et donc là, on va accompagner, pour l'instant, on a à peu près presque la moitié des syndicats d'énergie qui souhaitent développer des schémas directeurs IRVE qui vont utiliser qui nous ont dit qu'ils souhaitaient utiliser notre cofinancement, mais c'est bien sûr ouvert à toutes les collectivités qui ont cette compétence. C'est vrai que les compétences sont souvent déléguées à des acteurs plus gros. Donc c'est une subvention de 50%, donc qui est nette, et si on le fait avant la fin de cette année, peut-être que ça peut être reconduit pour quelques mois, on peut porter la quotité de cofinancement jusqu'à 80%. Et donc, voilà, après il faut respecter en fait le décret prévu par l'article 68 de la loi d'orientation des mobilités, qui est sorti en mars, je crois, et qui décrit exactement ce qui doit être le contenu d'un schéma directeur IRVE. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, nous, en termes d'investissement et de prêt, ensuite, c'est d'abord, on peut investir dans une société de projet qui va déployer un réseau de bornes de recharge. Par exemple, on a co-investi aux côtés de Bouygues dans le réseau Villagile qui va déployer les bornes de recharge sur l'agglomération de Toulouse. Donc là, on investit dans les réseaux et puis on prend le risque de fréquentation, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui vient dans le projet, notre equity risque d'être mal rémunéré ou pas du tout rémunéré, voire perdu. Donc on a un risque complet de marché. On peut avoir ou pas des subventions, voire payer des redevances, suivant les cas. On a aussi des sociétés de projets qui se créent sur des appels d'offres privés, sur par exemple sur les parkings de très grande surface. Il y a Carrefour qui a aujourd'hui octroyé à un acteur le déploiement de bornes de recharge sur leur parking. Et nous, on va essayer d'accompagner certains des acteurs qui déploient sur ce foncier privé les bornes de recharge. On a créé, comme je disais, un pré-mezzanine d'intérêt participatif. Donc celui-là, ça permet d'accompagner tous les acteurs qui souhaitent déployer ces bornes de recharge en leur faisant un prêt qui est mezzanine, c'est-à-dire qu'il est très proche des fonds propres et permet d'avoir du prêt bancaire également. Et l'intérêt participatif qui est important, c'est que son taux d'intérêt, le taux d'intérêt chaque année dépend de la réalisation ou pas des objectifs de fréquentation. Donc si on a prévu qu'il y ait 2 véhicules par jour sur une borne de recharge, on est au taux d'intérêt central à 4% si on est à 2 véhicules. Si on a 3 véhicules, on aura un taux d'intérêt supérieur. Mais s'il n'y a qu'un seul véhicule, on baisse le taux d'intérêt. Ça permet vraiment d'accompagner le porteur du projet et de prendre des risques avec lui sur le déploiement, sur la demande. Et on voit que la demande est en général très fortement croissante. Dans les premières années, il y a très peu de véhicules qui vont se recharger. Et donc, on peut même au début, sur les premières années, on capitalise les taux d'intérêt, on ne demande pas de remboursement du principal, de façon à accompagner vraiment le projet dans la phase de croissance. Voilà, donc ça c'est un peu de détails. On a aussi des déploiements alternatifs qui peuvent être intéressants. Donc on accompagne aussi les collectivités à travers la prise de participation dans des sociétés de services de mobilité qui vont faire de l'autopartage, du véhicule partage, comme par exemple on est au capital de Cityscoot qui fait du scooter en partage, Clem ou Cities qui font de l'autopartage, et Clem par exemple fait aussi de l'autopartage électrique avec reprise de bornes, et puis plusieurs stations sur des sociétés aussi qui font de la recharge, de l'avitaillement, donc pas mal de choses. Et comme exemple, voilà, on a Clem qui est un opérateur de mobilité donc
qui va faire de l'autopartage et qui sur Paris a repris un certain nombre de bornes, des anciennes bornes Autolib, pour faire de l'autopartage de véhicules professionnels. Donc c'est des camionnettes pour les commerçants. C'est un exemple, et les bornes sont aussi accessibles pour recharger son véhicule. Si Yusun, c'est intéressant, ils vont faire des ombrières sur des parkings avec les bornes de recharge en même temps, donc on réduit les coûts puisque on fait une seule fois les coûts de raccordement au réseau, les travaux, à la fois pour l'ombrière et les bornes de recharge, et les revenus sont mutualisés puisqu'on arrive à vendre de l'électricité solaire sur le réseau en attendant qu'il y ait des véhicules qui viennent se recharger, le temps qu'il y ait la montée en charge. Et Station E, c'est une autre opération où là, on va coupler, comme on le voit là, la borne de recharge avec des services numériques, par exemple des antennes 5G. De la même manière, on réduit les coûts d'installation puisqu'on les mutualise et on augmente les revenus puisqu'on a des revenus numériques qui arrivent avant qu'il y ait beaucoup de voitures qui puissent venir et que le parc soit assez gros pour rentabiliser côté voiture. Ça, c'est une solution. Les deux solutions, ça permet d'avoir zéro coût pour la collectivité pour le déploiement des bornes de recharge, même dans des zones périurbaines pas très très fréquentées. C'est un peu notre promesse et l'intérêt de soutenir ce genre d'opérateur. Alors on a un dernier objet, alors c'est pareil, c'est en phase expérimentale mais bien avancée et qu'on va vraiment généraliser, qui est le financement de l'infrastructure collective pour les bornes de recharge en logement collectif. Donc c'est en fait quand vous avez un grand parking, pour brancher des bornes de recharge, on peut le brancher sur le réseau de l'immeuble, mais à partir de la deuxième, troisième véhicule, ça devient un vrai risque pour l'immeuble de faire sauter les plombs parce qu'il n'a pas assez de puissance, de faire sauter l'ascenseur si plusieurs voitures se rechargent en même temps. Donc il faut construire un nouveau point d'accès au réseau, un PDL, et une infrastructure commune sur laquelle on peut brancher les bornes de recharge. C'est une décision compliquée à prendre par une copropriété parce que qui voudra voter un budget de 20 000 euros alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui a une voiture électrique. Donc nous, on a une solution de financement pour les opérateurs qui fait que c'est nous qui investissons dans cette infrastructure commune. Et ensuite, on se fera payer au fur et à mesure que les gens se connectent par les gens qui ont un véhicule électrique. Donc zéro charge pour la copropriété, beaucoup plus facile à passer en assemblée générale. Et chaque conducteur ne paye que sa juste part et on prééquipe jusqu'à 20% des places en puissance, et toutes les places peuvent se connecter. Voilà. Donc c'est vraiment des outils pour qu'il y ait le moins de freins possible au passage à l'électrique. Parce que c'est vrai que les gens disent, attendez, moi j'ai un parking, je ne peux pas me brancher dedans, donc je vais pas acheter un véhicule électrique. Donc ça c'est un peu ce que j'expliquais. En plus, nous serons propriétaires. Notre société va être propriétaire d'infrastructures, ce qui fait que si l'opérateur est défaillant, il ne risque pas de repartir avec le tableau et les câbles. Ils resteront chez nous, on ira chercher un autre opérateur avec la copropriété, et la copropriété peut racheter l'infrastructure quand elle le veut. Et c'est aussi important parce qu'on va le déployer en 2022, on est en train d'étudier comment le déployer dans le logement social, pour qu'on ait exactement le même principe dans le logement social, d'avoir au zéro reste à charge pour l'ELS et de faire payer en fait des loyers faibles d'abonnement aux gens qui auront un véhicule électrique. Donc on est en train d'adapter le modèle pour que l'OLS puisse le faire. Voilà, on va s'approcher bientôt de la fin. Le dernier point que je voulais dire, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur les projets de mobilité hydrogène, avec un peu le même genre d'outils. Aujourd'hui, on peut aller financer les bus hydrogènes, que ce soit acquis par la collectivité ou en location pour des opérateurs, et d'autres véhicules hydrogène, de la même manière. Et puis on peut travailler évidemment sur les infrastructures d'avitaillement, donc en hydrogène vert, que l'hydrogène soit produit localement ou qu'on puisse l'amener d'une grosse usine d'hydrogène vert. Nous, on va regarder les stations-service à travers, donc qui peuvent être en montage de projet, financement de projet, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit des sociétés d'ailleurs publiques ou privées. On peut aussi investir dans les SEM, évidemment, mais aussi en pré-mezzanine, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas investisseur, mais on va prêter, en prenant les risques de déploiement, à la société qui va construire cette station hydrogène. Alors pour construire une station hydrogène, on a quand même besoin d'avoir de la demande.
donc des contrats d'achat ou alors un pool de véhicules qui va venir s'alimenter. Donc on a investi par exemple dans les taxis hydrogène Hype, ça permet d'avoir un pool de véhicules qui vont s'alimenter très régulièrement en hydrogène et justifier l'investissement dans des stations-service. Souvent, c'est plutôt les bus hydrogène qui vont tirer la demande, donc c'est les appels d'offres des collectivités territoriales qui permettent de justifier la construction d'une station hydrogène, dont la demande principale peut être le bus, mais qui peut être ouverte aussi pour le futur à d'autres véhicules hydrogène qui vont arriver. Donc tous les outils dont j'ai parlé peuvent fonctionner aussi pour l'hydrogène. Donc voilà un peu, on a essayé de mettre en place une palette comme je disais au début, une grande palette d'accompagnement de la collectivité pour l'aider à passer vers l'hydrogène, l'ensemble de sa ville, de son agglomération. Et c'est pas que ses propres besoins, c'est les besoins de tout le monde qu'il faut accompagner, parce que pour réussir de vraiment décarboner la mobilité, de réduire les effets, de mettre en place les zones à faible émission mobilité, il faut bien que tous les acteurs de la mobilité, tous les utilisateurs de véhicules aient les moyens et des possibilités d'utiliser des véhicules plus propres. Voilà. Et puis un dernier point, comme je disais, dans certains cas, on a cet accord avec la Commission européenne lorsque les projets sont éligibles, et ça peut être dans le cœur des grandes villes, notamment pour l'hydrogène, de pouvoir les accompagner dans une demande de subvention à l'Union européenne. On n'est pas sûr de les obtenir, mais au moins on est sûr de pouvoir faire la demande. Et sans la Caisse des dépôts, aujourd'hui, il n'y a pas d'implementing partner en dehors de la BEI et de la Caisse des dépôts. Bon. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Maintenant, on va se préparer à passer au grand palmarès, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, au revoir.